Salut, salut, voilà mes petits lus. Mes petits lus, c'est une nouvelle histoire chaque jour pour nous aider à passer le temps. À la lecture de vos messages, je me dois d'apporter quelques explications. Donc toutes les histoires que je vous lis dans le cadre de mes petits lus ne sont pas des histoires pour enfants. Cependant, il n'y a aucun contenu explicite et même s'ils ne comprennent pas tout, ça sera peut-être l'occasion d'en parler avec eux. En tout cas, beaucoup sont des histoires destinées plutôt aux adultes. Aujourd'hui, c'est une histoire d'un recueil qui s'appelle Histoire des temps futurs, choisi et présenté par Alain Dorémieux, paru chez Casterman il y a très longtemps, en 1968. Ah, très bonne année, 68, n'est-ce pas 15 récits de science-fiction, voilà. Et donc, je vous lis L'homme qui a perdu la mère de Monsieur Théodore Sturgeon. Et puis, je dois préciser aussi que chaque podcast est accompagné d'un article et que l'article complète le contexte et donne des informations qui peut-être peuvent vous intéresser. Donc, soyez curieux. L'homme qui a perdu la mère. Imagine, tu es un gosse et dans la nuit noire, sur le sable froid, tu cours très vite avec un hélicoptère dans la main en disant vroom, vroom, vroom. Tu passes près de l'homme malade et il veut que tu décampes avec ton engin. Peut-être qu'il te trouve trop grand pour t'amuser avec des jouets. Alors tu t'accroupis près de lui dans le sable et tu lui dis « C'est pas un jouet, c'est un modèle réduit. » Tu lui dis « Regarde, les gens ne savent pas tout des hélicoptères. » Tu prends entre tes doigts une pale du retors, tu lui montres comment elle peut bouger d'avant, en arrière et de haut en bas, en pivotant pour changer d'angle. Tu voudrais lui expliquer que cette flexibilité annule l'effet gyroscopique, mais il ne veut pas t'écouter. Il ne veut pas penser aux hélicoptères, ni à aucun engin volant, ni à toi, et il ne veut justement pas que quiconque lui explique quoi que ce soit. Pas maintenant. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est penser à la mer. Alors, tu t'en vas. L'homme malade est enfoncé dans le sable froid d'où seul son bras gauche et sa tête émergent. Il a une espèce de scaphandre pressurisé et il ressemble à un martien. Incorporé dans sa manche gauche, il y a un cadran de pression couplé à une montre. Le cadran avec un index bleu lumineux qui ne veut rien dire et la montre avec des aiguilles d'un rouge phosphorescent. Il entend le battement des vagues mêlé à la douce pulsation rapide de ses artères. Une fois, il y a très longtemps, en nageant sous l'eau, il est descendu trop loin. Il est trop resté au fond, et il est remonté trop vite. Et quand il a repris ses sens, on lui disait « Bouge pas, vieux, c'est le mal des profondeurs, n'essaie surtout pas de bouger. » Et il avait quand même essayé. Mais ça faisait mal. Alors maintenant, il reste dans le sable sans bouger, sans même essayer de bouger. Sa tête ne fonctionne plus très bien. Mais il sait clairement qu'elle ne fonctionne plus très bien, le genre de choses bizarres qui arrivent parfois quand on a subi un choc. Admettons que tu sois ce gosse. Tu pourrais dire ce qu'il en est, parce qu'une fois, tu t'es réveillé par terre dans la salle de gymnastique du lycée et tu as demandé ce qui s'était passé. On t'a dit qu'en faisant un exercice aux barres parallèles, tu avais lâché prise et étais tombé sur la tête. Tu as parfaitement compris sans pour autant te souvenir d'être tombé. Et puis, la minute d'après, tu as redemandé ce qui était arrivé et on te l'a répété. Et tu as encore compris. Mais une minute après, tu l'as demandé une fois de plus. Et ainsi de suite à 41 reprises, et à chaque fois tu comprenais ce qu'on te racontait. Simplement, l'information ne voulait pas rester dans ta tête. Et en même temps, tu savais que ta tête allait se remettre à fonctionner normalement à un moment donné. Et c'est bien ce qui se passa. Mais, bien sûr, si tu étais ce gosse, toujours en train d'expliquer des choses à lui-même et aux autres, tu ne voudrais pas ennuyer maintenant l'homme malade avec ça. Regarde déjà ce que tu as fait. Il t'a chassé d'un sursaut irrité de l'esprit, cet esprit qui, avec ses yeux, est la seule chose en lui capable de se mouvoir. L'effort immobile
lui cause une vague de nausée. Déjà auparavant, il a eu mal au cœur. Mais jamais il n'a eu ce mal de mer, et le remède est de garder les yeux fixés sur l'horizon en s'occupant l'esprit. Immédiatement. Donc il vaut mieux qu'il s'occupe l'esprit. Immédiatement. Car on n'a pas intérêt à avoir le mal de mer quand on est bouclé dans un scaphandre pressurisé. Immédiatement. Alors, il s'occupe l'esprit comme il peut. Il regarde la mer, la terre et le ciel. Il est sur une élévation de terrain, la tête appuyée contre la paroi verticale d'une roche noire. En face de lui, il y a une autre hauteur identique couronnée de sable blanc. Plus loin, en contrebas, la vallée, l'estuaire. Mais il n'en est pas sûr. Il est sûr d'une chose, c'est de voir les traces de pas dont la ligne débute derrière lui, le contourne sur la gauche, disparaît dans l'ombre de la hauteur et reparaît plus loin pour s'évanouir enfin dans les ombres de la vallée. Le ciel est traversé d'un grand voile de deuil où les étoiles brûlent des trous, et entre ces trous c'est le noir absolu, le noir d'un ciel d'hiver au sommet des montagnes. Très loin, à l'horizon de son paysage intérieur, il voit grossir et s'approcher la crête de la vague de nausée, et il projette à sa rencontre un courant de faiblesse qui entourne et cerne la vague en l'annihilant. S'occuper l'esprit davantage, immédiatement. Alors, tu cours vers lui avec la maquette du X-15. Ça va le réconforter. Hé, qu'est-ce que tu penses de ce petit joujou? Si tu montes trop haut pour contrôler ton coucou dans l'air raréfié, tu as ces petites fusées au bout des ailes et sur les côtés de l'empennage, tu vois? Et tu piques, tu vrilles, tu fais tout ce que tu veux avec tes giclées d'air comprimé. Mais l'homme malade plisse sa bouche malade. Oh, file, môme, file, tu veux? Tout ça n'a rien à voir avec la mer. Alors, tu t'en vas. L'homme malade scrute ce qui l'entoure de plus en plus intensément, comme si un jour ce devait être son rôle d'en tirer un duplicata. À sa gauche, la mer, sous les étoiles, sans aucun vent. Devant lui, le long de la vallée, des collines arrondies faiblement frangées de lumière. À sa droite, le bord saillant de la noire paroi contre laquelle s'appuie son casque. Il lui semble que les assauts lointains de la nausée se sont calmés, mais il ne veut pas regarder, pas encore. Il scrute le ciel noir et brillant. Il nomme Sirius, il nomme les Pléiades, l'étoile polaire et la petite ours. Il nomme... Mais cette étoile-là bouge! Oui, regarde-la, elle bouge. C'est un flocon de lumière ridé, tout fissuré, pareil à une miette de chou-fleur bouillie dans le ciel. Évidemment, il sait qu'il ne peut guère en ce moment se fier à sa vue. Mais ce mouvement... Enfant, il se tenait sur le sable froid par une soirée glaciale au Cap Cod, regardant émerger de la brume le lumignon calme du Spoutnik, qui faisait comme un petit embryon d'aube en ouest-nord-ouest. Plus tard, il passait des nuits sans dormir à enrouler des bobinages spéciaux pour son récepteur et à risquer sa vie en plantant de hautes antennes afin de capter brièvement dans ses écouteurs les insondables bips des Vanguards, Explorer, l'Unique, Discoverer et Mercury. Il les connaissait tous. Certains collectionnent bien les timbres ou des étuis d'allumettes, et il savait reconnaître sans s'y tromper ce languissement régulier dans le ciel. Ce point mouvant qu'il a vu est un satellite, et dans un moment, sans autres instruments que son chronomètre et son cerveau endommagé, il va savoir lequel. Il éprouve un intense sentiment de reconnaissance. Avant l'apparition de cette tache de lumière en mouvement, il n'y avait rien d'autre que ses empreintes de pas pour lui indiquer qu'il n'était pas seul au monde. Disons que tu es ce gosse ardent, audacieux et malin, plus qu'à demi. Tu pourrais en un jour tout au plus trouver le moyen de mesurer la durée de révolution d'un satellite sans autre chose qu'une montre et ton astuce. Tu pourrais voir que l'ombre devant toi sur les rochers n'est due qu'à la lumière du satellite qui vient de se lever. Maintenant, si tu regardes l'heure au moment où l'ombre est égale au niveau de l'élévation du terrain, puis la regardes à nouveau quand la lumière est au zénith et qu'il n'y a plus d'ombre, et qu'ensuite tu multiplies le nombre de minutes écoulées par 8, tu sais pourquoi. De l'horizon au zénith, c'est en gros le quart de l'orbite, et à mi-distance entre ces deux points, c'en est donc le 8e. Alors, tu peux savoir la durée de révolution du satellite. Ces durées, tu les connais toutes. 90 minutes, 2 heures, 2 heures et demie. Avec ça et avec l'apparence de cet oiseau, tu découvriras de quel satellite il s'agit. Mais si tu étais ce gosse, ardent, plein de ressources ou quoi que ce soit, tu n'en parlerais pas à l'homme malade, parce qu'il ne veut pas que tu l'ennuies, et qu'en plus il y a pensé tout seul depuis longtemps.
En ce moment même, il surveille les ombres pour noter la fraction de seconde où le satellite fera un angle de 45 degrés entre le zénith et l'horizon. Ça y est, ses yeux s'abaissent sur le cadran du chronomètre. 0400. L'approximation est aussi exacte que possible. Maintenant, il lui faut attendre 10, 20, 30 minutes, pendant que ce bébé lune grignote sa portion de tarte à l'ombre. Et c'est dur d'attendre, car la mer intérieure a beau s'être calmée, il y a quand même des courants qui l'agitent en profondeur. S'occuper l'esprit. Quoi qu'il advienne, il ne doit pas nager vers cette grosse amibe invisible dont le premier pseudopode glacé effleure maintenant ses centres vitaux. Comme tu es un garçon sensé, plus tout à fait un gosse, tu voudrais aider l'homme malade, tu voudrais lui dire tout ce que tu sais de cette peur au ventre, de cette amibe invisible et menaçante. Tu sais exactement ce qu'il en est, et tu voudrais lui crier « Écoute, ne laisse pas ce froid te toucher, tâche simplement de savoir ce que c'est, tâche de comprendre quelle est cette chose qui te glace. » Écoute, voudrais-tu lui dire. Écoute comment tu as rencontré le monstre et comment tu l'as disséqué. Écoute, tu faisais de la pêche sous-marine dans les Grenadines, une centaine d'îlots tropicaux en eau peu profonde. Tu avais un masque, avec tube respiratoire, des palmes aux pieds et un fusil lance-harpon, et tout ça était neuf, parce que tu étais un débutant, tout fier de son intrusion facile dans ce nouveau monde aquatique. Tu étais parti en bateau, tu revenais, tu arrivais à l'entrée de la petite baie et tu avais décidé comme ça de faire à la nage le reste du trajet. Tu l'avais dit à tes copains et tu t'étais glissé dans l'eau tiède et soyeuse, avec ton fusil. Comme distance, ce n'était pas énorme, mais les débutants sous-estiment toujours l'effort que ça représente. Les 5 premières minutes, c'était merveilleux, avec le soleil qui te chauffait le dos et l'eau si tiède qu'elle semblait n'avoir plus aucune température, et toi qui avais l'impression de voler. Ton masque faisait partie de toi, tes palmes dévoraient l'espace, ton fusil ne pesait plus rien. Dans tes oreilles, il y avait le bruit monocorde de l'air aspiré dans le tube, et à travers le masque, tu apercevais des merveilles. La baie était peu profonde, 3 ou 4 mètres, et sablonneuse, avec de grands bancs de corail, des algues ondulantes et d'incroyables poissons, écarlate, vert et azur, vermillon, or et ardoise émaillés de points bleus, rose, pêche et argent. Et puis, cette chose, ce monstre, entra en toi. Dans cet autre monde, il y avait des ennemis. L'anguille de mer couleur de sable tacheté, avec sa grosse tête affreuse et sa bouche à l'envers, qui observait l'intrus au lieu de se sauver. Le morail bigarré aux mâchoires pareilles à des pinces. Et quelque part dans les parages, sûrement, le barracuda au museau surnois et aux dents tournées vers l'intérieur afin d'arracher tout ce qu'elle morde. Et il y avait les oursins, l'œuf de mer rondelé avec son espèce fourrure d'aiguilles acérées, l'oursin noir aux longues épines qui entre dans les chairs imprudentes et y demeure des semaines en les envenimant, et le poisson lime, et le poisson pierre, avec leurs barbillons empoisonnés, et le stingari, qui peut enfoncer son épieu à travers un fémur. Mais tout cela n'était pas des monstres, et il ne t'importait guère à toi l'intrus qui les dominait en brassant l'eau. Tu les dominais de bien des façons, par ton armement, par le pouvoir de ta raison, par la proximité rassurante du rivage, la plage devant, les rochers de chaque côté, par la présence du bateau pas très loin derrière. Et pourtant, tu te sentais menacé. Au début, ce n'était qu'un simple malaise qui t'enveloppait sans insistance, mais en un contact aussi intime que celui de la mer. Puis, ce fut comme si quelque chose de glacé venait de toucher intérieurement. En prenant conscience de ce phénomène, tu te mis à rire. De quoi aurais-tu bien pu avoir peur? Du monstre? De l'amibe? Tu as levé la tête pour regarder en l'air. Le bateau s'éloignait à droite vers la falaise et quelqu'un donnait un dernier coup de harpon en quête d'un homard. Tu as voulu faire signe en direction du bateau, mais c'était ton fusil que tu agitais, et au sortir de l'eau, il a repris son poids perdu en te faisant enfoncer. Et comme si tu n'avais pas eu de masque, tu as rejeté la tête en arrière pour respirer. Mais en rejetant la tête en arrière, tu as plongé sous l'eau l'extrémité du tube respiratoire dont la valve s'est refermée. Et à ton inspiration suivante, tu n'avais plus rien à inspirer. Tu as remis ta tête sous l'eau. Le tube s'est relevé. Enfin, l'air t'arrivait, mais avec lui une giclée d'eau de mer qui te cingla le fond de la gorge. Tu l'as recraché en toussant, tu t'es mis à te débattre et à barboter. Tu aspirais l'air avec des hoquets, et ta poitrine gonflée te faisait mal.
et cet air qui te parvenait ne semblait pas bon, il était comme un gaz inerte et dévitalisé. En serrant les dents, tu as pris la direction de la plage avec un fort battement de pied, sachant que c'était la seule chose à faire. Et tu as vu alors, sous toi et vers la droite, une grande masse confuse qui surgissait du fond sablonneux de la mer. Tu savais que c'était simplement des récifs, un assemblage de rochers, de corail et d'algues. Mais ce que tu savais importait peu. Cette vue te fit hurler. Tout ton corps a dévié à gauche pour éviter cette chose, comme si elle était capable de t'attaquer, et tu n'arrivais pas à respirer. Tu n'arrivais pas à respirer, malgré le ululement de l'air s'engouffrant dans le tube que rien n'obstruait. Soudain, tu n'as pu supporter davantage ton masque, tu l'as levé pour libérer ta bouche et tu as roulé en arrière, flottant sur le dos, happant l'air avec un bruit coassant. Ce fut, à ce moment-là, que le monstre t'engouffra bel et bien, t'engloba à l'intérieur de lui-même, amibe sans forme, sans contour et sans limite. La plage à quelques mètres, les bras rocheux de la baie, le bateau à peu de distance ne devenaient qu'une seule et même chose qui avait nom l'inaccessible. Tu as lutté ainsi un moment sur le dos, entraînant sous toi ton fusil et en peinant pour imposer à tes poumons l'air tiède et gorgé de soleil. À la longue, des bribes de raison commencèrent à voltiger dans la brume de ton esprit et à la dissoudre. L'air qu'absorbait et rejetait ta bouche crispée en un rictus de frayeur devint enfin une chose tangible, et le monstre se retira de toi. Tu as fait l'inventaire, tu as vu le rivage, la plage, un arbre penché. Ton corps renaissait au rythme des vagues. Une douzaine de détentes des pieds et tu as pu te redresser. Ton tibia a raclé le corail en une merveilleuse douleur. Tu t'es mis debout au milieu de l'écume et tu as pataugé vers la rive. Tu as marché dans le sable mouillé, puis dans le sable humide et dur, et finalement, par un restant de bravade, tu as fait 2 derniers pas pour dépasser la limite de la marée avant de t'écrouler dans le sable sec, incapable de bouger. Étendu dans le sable, avant même de pouvoir remuer ou réfléchir, tu as éprouvé un sentiment de triomphe. Parce que tu étais vivant, et que tu le sentais sans même avoir besoin de formuler la moindre pensée. Et puis, quand tu as pu arriver à penser, le fusil est la première chose qui t'est venue à l'esprit, et ton premier geste a consisté à t'en débarrasser enfin. Tu avais failli mourir pour ne pas l'avoir lâché plus tôt. Si tu t'en étais défait, tu n'aurais pas été alourdi et tu n'aurais pas cédé à la panique. Tu l'avais gardé, tu commençais à le comprendre, parce que quelqu'un d'autre aurait dû aller le rechercher, sans peine, et que tu n'aurais pas supporté les railleries. Tu étais presque mort pour ne pas que les autres rient de toi. Et ce fut le début de la dissection, de l'étude, de l'analyse du monstre. Et cette étude ne devait jamais prendre fin. Elle t'apprit des choses qui étaient importantes et d'autres qui étaient vitales. Tu as appris par exemple à ne jamais dépasser avec un masque la limite de retour possible sans masque. Tu as appris à ne jamais t'encombrer du superflu en cas de danger. Même une main ou un pied peuvent être aussi encombrants qu'une arme. La fierté est encombrante, la dignité aussi. Tu as appris à ne jamais partir seul en plongée, même si on devait rire de toi, même si tu tuais toi-même un poisson et devais dire ensuite « nous l'avons pris ». Et surtout, tu as appris que les doigts de la peur sont multiples et que l'un d'eux, fait simplement d'une trop grande concentration de gaz carbonique dans le sang et d'une respiration trop précipitée à travers un tube, n'est pas vraiment la peur, mais y ressemble et qu'il peut se transformer en panique et te tuer. Écoute, voudrais-tu lui dire, écoute, il n'y a rien à regretter d'une telle expérience, ni de toute l'étude qui en a découlé, car un homme qui peut en tirer suffisamment d'enseignements devient assez compétent, assez prudent, prévoyant, courageux, modeste et adaptable pour être choisi, sélectionné pour... Mais tu perds le fil de ta pensée, ou bien tu l'abandonnes, parce que l'homme malade ressent au fond de lui en ce moment même ce contact glacé. Il le ressent d'une façon qu'il ne peut éluder, d'une façon qui transcende tout ce que toi, avec ton expérience et ton assurance, tu pourrais lui expliquer s'il t'écoutait, ce qu'il ne fait même pas. Alors force-le à t'écouter. Dis-lui que le contact glacé est une chose aussi inexplicable que l'anoxémie ou même que la joie. C'est un triomphe qu'il pourra apprécier quand sa tête se remettra à fonctionner normalement. Un triomphe ? Le voilà en vie après ce qui a bien pu se passer.
Mais pourtant ça ne ressemble pas vraiment à un triomphe. Ce n'est pas comme aux Grenadines ou comme cette autre fois où il avait eu le mal des profondeurs et s'en était tiré. Cette fois, ce n'est pas pareil. Il semble qu'il ne suffise pas de s'en être tiré pour pouvoir crier victoire. Ce n'est pas un triomphe, parce qu'il ne faut ni 10, ni 20, ni même 30 minutes au satellite pour accomplir son 8e d'orbite. 50 minutes ont passé, et il y a encore une zone d'ombre là-bas. C'est cela qui pose un doigt glacé sur son cœur, et il ne sait pas pourquoi, ne saura pas pourquoi, mais il a peur de le savoir quand sa tête va fonctionner à nouveau. Oh, où est-il ce gosse? Où y a-t-il un moyen quel qu'il soit de s'occuper l'esprit, de l'appliquer à autre chose qu'à cette montre qui va plus vite que le satellite? Arrive, petit, viens par ici. Qu'est-ce que tu as là? Si tu étais le gosse, alors tu lui pardonnerais tout, et tu te pencherais vers lui avec ton nouveau modèle réduit, pas un jouet, pas un hélicoptère, ni un avion, mais la grosse fusée, celle qui ressemble à une cartouche géante. Elle est si grosse, même en modèle réduit, que même un homme malade et irrité ne pourrait la qualifier de jouet. Une cartouche géante. Mais regarde, les 4/5 à partir du bas, c'est Alpha, le muscle, avec sa poussée de 500 tonnes. Tu le détaches et tu le jettes. La moitié de ce qui reste, c'est Bêta, le cerveau, qui te place sur ta trajectoire. Tu le détaches et tu le jettes. Et maintenant regarde la portion brillante qui demeure. Tu actionnes un contrôle quelque part et tu vois, il y a des ailes, de larges ailes triangulaires. C'est Gamma, la partie pareille à un oiseau. Et sur son dos, il y a une petite saucisse. La saucisse, clic, elle est libérée, c'est Delta. Delta est le dernier morceau, le plus petit. Delta, c'est le chemin du retour. Quand même, ce qu'on arrive à inventer. Un beau jouet, oui, un beau jouet. Mais va-t'en, petit, le satellite est presque au zénith. La lame d'ombre diminue, s'amenuise, disparaît presque, et disparu. Top. 0459. 59 minutes. À peu de choses près. Multiplié par 8, 472, soit 7h52 minutes. 7h52 minutes, mais aucun des satellites qui tournent autour de la Terre n'a une telle durée de révolution. Dans tout le système solaire, il n'y a que... Le doigt glacé se fait dur, implacable. Le ciel à l'est commence à pâlir et l'homme malade tourne la tête dans cette direction, souhaitant désespérément le soleil, la lumière, la réponse aux questions. La mer s'étend sans fin vers la lumière grandissante, et sans fin, hors de vue, rugissent les vagues. Le ciel pâlissant blanchit le sommet sableux des collines et met en relief de façon douloureuse la ligne d'empreinte de pas. Ce doit être le copain, l'homme malade le sait, parti chercher du secours. Qui est le copain, il n'en a sur le moment aucune idée. Mais bientôt il le saura, et en attendant, les traces de pas le font se sentir moins seul. Le bord supérieur du soleil projette à l'horizon un éclair vert, aussitôt disparu. Il n'y a pas d'aube, rien que cet éclair vert suivi d'un blanc jaillissement de clarté. La mer ne serait pas plus blanche ni plus figée si elle était recouverte de neige et de glace. À l'ouest, les étoiles brillent encore, et au zénith la lumière du satellite est à peine estompée par l'éclat croissant du jour. Dans la vallée en contrebas, un amas informe révèle ses contours en prenant l'aspect d'une sorte de cité de toile ou d'une installation avec des éléments en forme de voile et de tubes. Cette vision aurait un sens pour l'homme malade si sa tête fonctionnait. Bientôt elle fonctionnera. La mer, à l'horizon, sous le soleil levant, se comporte étrangement, car là où devrait se trouver une zone de lumière aveuglante se dessine au contraire une échancrure brune. C'est comme si le brasier blanc du soleil asséchait la mer, car regarde, regarde, l'échancrure devient un arc, et l'arc un croissant, et le croissant court en avant du soleil avec au-devant de lui la mer blanche et, derrière, une étendue couleur chocolat en poudre qui s'étale de toutes parts en se rapprochant de l'homme malade. Auprès du doigt de la peur qui pèse déjà sur lui s'installe un autre doigt glacé, puis un autre encore, tous prêts à se refermer sur lui, à se resserrer en une ultime étreinte de folle panique. Mais derrière cette étreinte, si elle n'est faite que de peur et non de panique, il reste à savourer le triomphe et la gloire.
C'est peut-être l'enjeu même de sa lutte, s'endurcir, se préparer à endurer les pires effets de cette peur, car s'il réussit, un triomphe l'attend de l'autre côté. Mais pas encore. S'il vous plaît, pas tout à fait encore. Quelque chose vole, ou a volé, ou volera, ses idées ne sont pas très claires, dans sa direction, en provenance de l'ouest lointain où brillent encore les étoiles. Ce n'est pas un oiseau, et pas non plus un engin aérien comme on en voit sur Terre, car son aérodynamisme est illogique. Des ailes si larges et si fragiles n'auraient aucune utilité dans l'atmosphère terrestre, sinon dans ses couches supérieures. Il voit alors, parce qu'il préfère le voir ainsi, que c'est une des parties du modèle réduit du gosse, et pour un jouet, ça marche vraiment bien. C'est la partie appelée gamma. Elle plane et se balance parallèlement au sol. Elle ralentit, ralentit, et se pose en soulevant de gracieuses gerbes de sable. Puis elle glisse au ras du sol sur une distance incroyable, jusqu'à ce qu'un patin, attention, se coince à l'intérieur d'une crevasse. Attention, attention! Et elle continue encore d'avancer tout en sortant ses béquilles d'atterrissage. Alors Gamma, fatiguée, enfonce lentement et profondément sa large aile gauche dans le sable, elle pivote sur elle-même, se penche et se déhanche, pointe vers le ciel son autre aile triangulaire en forme de tente, et son flanc s'écrase contre les rochers qui ferment la vallée. Tandis qu'elle se fracasse la saucisse, la petite Delta, se détache de son dos, culbute et rebondit, se brise les chines sur les rochers, et par sa coque éclatée se répand une pluie d'éclats de graphite issus du modérateur de la pile. Attention, attention! Et au même instant, de la masse finalement immobilisée de Gamma, jaillit un petit pantin qui titube et s'effondre dans le sable, au milieu des rochers et du graphite écrasé de l'épave de Delta. L'homme malade regarde, paralysé, se jouer se détruire lui-même, quand même ce qu'on arrive à inventer, et avec une horreur glacée, il implore le petit pantin inerte dans les débris fumants de la pile atomique. Ne reste pas ici, mon vieux, va-t'en, c'est plein de radiation, tu sais. Mais il semble qu'il s'écoule une nuit, un jour, et encore une demi-nuit avant que le pantin se relève en vacillant, et maladroit dans son scaphandre pressurisé, gagne les hauteurs coiffées de sable en bordure de la vallée, gravisse l'une d'elles, puis glisse et tombe, peu à peu enseveli sous une lente cascade d'ancien sable froid, dans lequel finalement, à part un bras et sa tête casqués, il se retrouve entièrement enfoui. Et maintenant le soleil a monté dans le ciel, assez haut pour montrer que la mer n'est pas une mer, mais une plaine brune, dont la croûte de glace a fondu, comme elles font actuellement sur les collines, diffusant dans l'air une vapeur qui brouille les contours du disque solaire, au point qu'il n'y a bientôt plus de soleil visible, mais une simple zone d'aveuglante lumière à l'est. Et dans la vallée en contrebas, les ombres se dissipent et révèlent, avec la netteté d'un diorama, la vraie nature de l'échafaudage qui se dresse au milieu du paysage. Ce n'est pas une cité de toile, ce n'est pas une installation avec des éléments en forme de voile et de tubes. C'est la ruine véritable de Gamma, et la carcasse éviscérée de Delta. Alpha était le muscle et Beta le cerveau, Gamma était un oiseau. Mais Delta, c'était le chemin du retour. Et c'est de là que proviennent les traces de pas, orientées de biais vers l'homme malade, montant le long de la pente, effacées à proximité par le glissement de sable qu'il a enfoui ici. Les pas de qui? Il sait quels sont ces pas, même s'il ignore qu'il le sait ou ne veut pas l'admettre. Il sait quel satellite possède, à peu de choses près, une telle durée de révolution. Tu veux le chiffre exact? 7h,66. Il sait quel monde a une telle nuit et un tel éclat gelé le jour. Il sait tout cela, de même qu'il sait que des matériaux radioactifs éparpillés peuvent déverser dans les écouteurs d'un homme le fracas et le murmure des vagues de la mer. Disons que tu es ce gosse, ou plutôt, finalement, disons que tu es l'homme malade puisqu'ils ne sont qu'un seul et même individu, et sûrement tu pourras comprendre pourquoi, entre toutes choses, même le corps endommagé et l'esprit délabré, même rendu malade par les radiations calculées au départ et les radiations computées à l'arrivée, et les radiations dépassant les limites du supportable quand tu gisais parmi les débris de Delta, tu as voulu penser à la mer. Car personne, ni le fermier qui travaille le sol avec amour et science, ni le poète qui le chante, ni l'artiste,
Ni le bâtisseur, ni l'architecte, ni même l'enfant qui éclate en sanglots devant l'inexprimable beauté d'un champ de jonquilles, oui, personne n'est aussi intimement lié à la terre que ceux qui vivent à la surface et dans les profondeurs de ces océans et y respirent et y évoluent. C'est pourquoi il faut que tu penses à la mer, c'est pourquoi il faut que tu fixes ton attention sur elle en attendant d'être moins malade, en attendant d'être prêt à affronter la vérité. La vérité, c'est que le satellite qui s'efface là-haut est Phobos, que ces traces de pas sont les tiennes, qu'il n'y a pas de mer là-bas, que tu t'es écrasé au sol, que tu es mourant, et que dans un moment tu seras mort. La main froide qui se resserre sur ton cœur, ce n'est ni la peur, ni la noxémie, c'est la mort. Et si maintenant il est une chose plus importante, c'est le moment qu'elle intervienne. L'homme malade regarde la ligne de ses pas qui témoigne de sa solitude. Il regarde l'épave en contrebas, qui démontre qu'il n'y a pas de moyen de retour. Il regarde l'est blanc, l'ouest bigarré et le satellite pâlissant. Dans ses oreilles résonne le bruit des vagues. Il entend le battement de ses artères. Il entend ce qui lui reste de souffle. Le froid l'étreint et le submerge, au-delà de toute mesure, de toute limite. Alors il parle, il crie, alors avec joie il emporte son triomphe de l'autre côté de la mort, comme on emporte un gros poisson, comme on achève une tâche délicate et ardue, comme on reprend son équilibre au terme d'un grand saut risqué, et de même qu'il disait « Nous avons pris un poisson », il n'utilise pas le jeu. « Dieu !» crie-t-il en mourant sur Mars. « Dieu, nous avons réussi !» Voilà, mes petits lus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.